Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à la salle Cozy Hosting sur Hack-the-Box. Vous allez voir, c'est pas une salle compliquée, mais qui est assez amusante à faire. Allez, c'est parti. Donc voilà, la salle Cozy Hosting est lancée. On a son adresse IP, donc on va la prendre. Et on va aller lancer un petit Nmapper sur cette adresse IP pour voir quels ports sont ouverts. Donc on peut voir que le port 22 et le port 80 sont ouverts. Donc on va pas s'amuser avec le port 22 pour l'instant, on va utiliser le port 80, voilà, qui est le port HTTP, et donc HTTP, on met l'adresse IP, et là on a une erreur, ok, on ne peut pas se connecter à cozyhosting.hackthebox. Ah, donc il y a un nom de domaine. Ben, ce qu'on va faire, c'est soit on le rajoute dans le etc host, voilà, soit moi, je vais aller le rajouter dans mon DNS mask. Voilà, donc hop, on va faire un petit O, adresse égale slash point cozyhosting slash, et on va aller chercher notre adresse IP qui est ici. Voilà, donc l'avantage, je le répète, pour l'avantage du DNS mask, c'est que si jamais il y a des sous-domaines, j'aurai pas besoin de rajouter chaque sous-domaine dans mon fichier host. Ce sera automatique. Donc Shift ZZ pour sauvegarder et quitter, et on va redémarrer le Network Manager Service. Voilà. Donc techniquement, si je vais là et que je refresh, c'est bon. La page se charge. Ok. Donc on a une jolie page. Ben écoutez, ce qu'on va faire, donc on peut voir qu'on a une page de login, mais on va le faire après. On va déjà prendre notre nom de domaine et on va le GoBusteriser, voilà, pour voir ce que ça donne. Donc aussi on a GoBuster, dire, voilà, on fait donc de l'énumération de répertoire, -E pour avoir de la -E pour avoir le chemin complet, pour pouvoir ouvrir les liens plus facilement depuis le terminal, -U l'URL, Cozy Hosting, et la word list, on va prendre la word list common. C'est parti. Donc ici, GoBuster nous a trouvé différentes pages. Une page admin dont on n'a pas accès. Ok, une page d'erreur, donc une page de login. Donc on présume que si on regarde en bas à gauche là, si je mets sur login, effectivement c'est la page de login. Et en fait, celle qui va nous intéresser, c'est les pages d'erreur. Vous allez voir pourquoi. On va ouvrir ça, effectivement, blablabla, une page d'erreur, this application has no explicit mapping. Donc la page n'existe pas. Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dessus? C'est ça. En fait, chaque framework a ses propres pages d'erreur. Donc là, ce message-là va nous permettre de voir quel framework est utilisé derrière. Et pour cela, je le tape juste dans Google. Et là, effectivement, on va être la bête error page. It's a generic Spring Boot error page. Spring Boot étant en fait un framework Java Spring pour faire du site web. Ok. Et ce qui est sympa, Spring Boot, c'est que ça a des failles, Spring Boot, si c'est mal configuré. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que il y a une word list Spring Boot qui est fournie avec la stack list qu'on peut utiliser dans GoBuster. Donc nous allons faire ça de suite. Je rappelle ma commande, je viens en arrière et je mets springboot.txt. Je la lance et là, je trouve effectivement pas mal de liens. Donc par exemple, si je regarde celui-là, j'ai plein d'infos. Alors là, ici, c'est obfusqué. Voilà, mais j'ai différentes infos de variables d'environnement utilisées dans Spring Boot. Mais bon, la plupart sont cachées. C'est pas bien grave. Celle qui nous intéresse, en fait, c'est la toute dernière, session. Si j'ouvre cette page, qu'est-ce qu'on a c'est ouvert ou pas? Non. Pas ouvert. Ouvre-moi. Open link. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des variables de session. 2 qui sont non autorisées et une autre, K. Anderson. Intéressant. On a ça, on le garde de côté et on va retourner là-dedans et cette fois on va aller dans le login. Ici on peut essayer, hein. Admin, ça marche pas. Par contre, si on regarde la console développeur, qu'est-ce que l'on voit ici? Une variable de session. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a là. Donc on va pas prendre les non autorisés, on va prendre celle qui est autorisée. Voilà, et on va la changer ici. On va mettre cette valeur et on va rafraîchir la page, CTRL R, bim. On est rentré. Voilà, on a fait du session hijacking. En fait,
problème de configuration avec ce Spring Boot qui fait qu'on peut accéder facilement aux sessions, aux cookies de session actifs. Belle petite faille de sécurité. Donc là, on a notre première étape, on est rentré. Ici, alors on peut voir qu'ici, il y a plein de liens en fait qui sont juste des encres qui mènent nulle part. Ici, on a Anderson. Ici, pareil, c'est pas grand chose, voilà, blablabla. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un formulaire qui nous permet en fait de connexion settings. To connect to private key, blablabla, blabla. Ok. Je fais ça. Non. Could not resolve hostname, temporary referring, ok. Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser avec Burp Suite. Donc pour cela, allez, on lance Burp Suite et on va voir ce qui se passe derrière. On va aller dans Proxy, HTTP History, et ici, on va activer le Proxy Burp. Et c'est reparti. Je vais mettre n'importe quoi. Submit. Ok, ça plante, toujours pareil. Et on l'a ici. Et on voit, qu'est-ce qui est appelé un execute SSH. Ok, où on passe des paramètres. Alors, on va envoyer ça au repeater, donc CTRL R, ça envoie au repeater, CTRL SHIFT R, on y bascule. Ok, donc si je l'envoie, ok, location, could not resolve hostname, temporary. On voit que le message d'erreur qu'on avait obtenu, il est mis dans le location. Ok, très bien. La première chose qu'on fait ici, c'est qu'on va tester de l'injection. Genre si je mets un petit truc comme ça, invalide hostname. Ok. Ok, si j'avais fait ça, could not resolve, error, SSH, could not, ok. Si je fais celui-là, et là, voilà, là, on a une meilleure erreur, disons, pour nous. On peut voir ici qu'on a bin bash-c, line 1, unexpected error, syntax error, on a une erreur bash. On n'est pas censé voir ça. Ça, on a ce genre d'erreur quand on exécute une mauvaise commande directement dans un terminal. Ok, donc on voit qu'ici, on a notre point d'entrée. Maintenant, il faut arriver à forger notre injection. Donc on peut voir ici, donc sur les erreurs, voilà, unexpected end of file, looking for matching 1. Donc avec un petit tick, on a fermé la commande. C'est comme si dans notre script, on avait... comment expliquer ça? C'est comme si on avait, par exemple, moi je fais un bash-c, exécute la commande id de fermer. Ici, si jamais je mettais ça, et bien forcément ça marcherait plus. Il y a une cote de trop. Et en fait, c'est ce qui se passe derrière. Cette valeur-là, ce doit être une variable. La variable qui est passée ici, on lui a passé ça, tout ça, là-dedans. Et donc comme ça ferme, ça marche pas. Donc on se dit, ok, cette variable est passée là-dedans. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est par exemple un point virgule id. Voir ce qui se passe. Je l'envoie. Blablabla, résolution line 1 et id at. Alors attendez, pour que ce soit plus visible, je vais mettre Toto ici. Voilà. On a id at Toto. Commande not found. Donc il essaye, donc ça, cette partie-là, elle plante, ok. Puis après, il essaye d'exécuter id at ça. Ok. Donc cette partie-là, c'est la première. Il essaye quand même. Alors elle n'est plus là. Si could not resolve of name, donc il y a un hostname là. Ok. Point virgule id plus celui-là. Ok, on va le chaîner. Par exemple, on va faire Toto. Et là, on voit que la ligne Toto at Toto not found, Toto at Toto not found, could not resolve those name celui-là, mais on n'a rien sur celui-là. Donc on peut supposer que ça a été exécuté derrière. Donc si ça a été exécuté, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Pour en être sûr, en fait, que la commande est exécutée, vu que là, on est à l'aveugle, bah, il y a une méthode plutôt simple, on va lui demander de faire un sleep, de faire une pause. Donc, allez, c'est parti. Sleep 3, send. Alors, username can't contain white space. Ah, il y a un filtre. Ok, donc il faut qu'on arrive à exécuter cette commande en dégageant l'espace. Alors,
Si vous ne savez pas le faire, vous le cherchez sur Google, c'est très facile. Sur Actrix, il y a différentes méthodes données pour bypasser ce genre de filtre. En fait, sous Linux, il y a une variable globale plutôt pratique qui s'appelle l'IFS. IFS, ça permet, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est une variable qui représente, en fait, le séparateur. Voilà, c'est des espaces. Mais si, par exemple, IFS, de base, il y a un espace dedans, mais si je lui mets, par exemple, un dièse, et bien maintenant, chaque espace, au lieu de mettre des espaces dans vos commandes, vous pourriez mettre dièse. Par exemple, ici, si je dis, par exemple, je vais faire ping google.fr, mais si je veux par exemple remplacer ça, je lui dis juste avant, je fais $ifs égale dièse, voilà, et ici, ben, je lui mets un dièse. Mes séparateurs de commandes, c'est dièse maintenant, voilà. Mais de base, IFS, il y a espace dedans. Donc si ici je remplace par hop IFS, alors pour éviter toute confusion, on va utiliser des accolades, voilà. Donc là, si je mets $ifs3, slip $ifs3, normalement, il ne se passe rien. On a attendu 3 secondes avant qu'il nous rende la main. Donc effectivement, en mettant nos commandes ici, on peut arriver à passer. Alors, on va pas se perdre dans tous les tests que j'ai fait. De lancer un reverse shell direct ne marche pas. On va quand même, enfin si, on va se l'essayer quand même. Voilà, donc on se dit ici, on va se faire un reverse shell. Donc première étape, hop, je lance mon PwnCat en attente. Ça marche si je fais ça? Non, bon, je remonterai plus tard, on va le faire. On va remonter, PwnCat, voilà, on se met là, on lance un PwnCat en attente sur le port 1234. Et on va aller se forger notre reverse shell. Alors pour cela, je vais aller en prendre un des que j'ai noté. Voilà, reverse shell, voilà. Et on va prendre celui-là, parce que je sais que celui-là, il fonctionne, mais vous allez voir les subtilités. Donc on a notre commande. Ici, on va mettre notre adresse IP, ici 10.10.14.54, le port machin, et donc on l'a dit, ici il nous faut les $ifs. Donc parce que sinon les espaces ne seront pas pris en compte. Donc on met ça, ifs, voilà, on a notre commande. Allez, c'est parti. On le met là-dedans, on le met dans Burp. Allez, tu prends ça, on le met là et on exécute. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça ne marche pas, temporaire invalide option E. C'est-à-dire que le netcat, le NC qui se trouve sur la machine victime, n'est pas en bonne version, n'est pas une version dont on a besoin pour pouvoir avoir notre reverse shell. Parce que nous, dans notre commande, ici, là, on utilise un "-e". Et ce netcat n'a pas de "-e". C'est pas grave. On a quand même accès à la machine. Ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lui envoyer le bon netcat. Donc pour cela, déjà, on va aller repérer notre netcat. Alors ici, j'en ai aussi un dans les tools Linux. Et normalement, il est là. J'ai un NC ici. Donc je veux envoyer celui-là. Donc on va se préparer un petit serveur HTTP que je vais ouvrir cette fois sur le port 443 parce que c'est un port classique pour passer inaperçu et il y a de fortes chances que celui-là il soit vraiment ouvert. Donc voilà, donc j'ai mon netcat qui est prêt. Et bien c'est parti, on va se forger nos commandes ici. Donc avant d'exécuter notre truc, nous, qu'est-ce que l'on veut? On veut faire un wget http mon IP.54/netcat et on veut le mettre dans par exemple /temp/ et on va l'appeler Toto. Voilà, comme ça on voit pas que c'est netcat. Donc ça c'est fait. Ensuite qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le rendre exécutable. Plus X, alors le plus il est là, /temp/ Toto. Très bien. Et une fois que c'est fait, ensuite, ce que l'on veut, c'est exécuter notre reverse shell
Donc ici, on va faire slash temp slash Toto. Voilà, parce que maintenant il s'appelle Toto. On va remplacer, et donc, on va faire un et mettre notre commande ici, juste après, là. Alors attendez, hop, on va les mettre à la ligne. Voilà, et on va exécuter tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On remplace, hop, tous nos espaces. Ici, je pense qu'il n'y en a plus, par $ifs. Voilà. Et donc, on a une belle commande. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On récupère notre cat qu'on met sur la machine, on le rend exécutable et ensuite on l'appelle pour notre river shell. Et bien ma foi, ça se tente. Hein. Techniquement ici, ok, donc là, je me mets ici à la place de tout ça. Donc bon, c'est un peu bleu, on va prendre le tout. Et avec un CTRL U, on va encoder tout ça en HTML. Et si on le lance, normalement ça bougeait là et bougeait là. On va voir. Donc ça ne bouge pas. L'erreur fail connection, reviews, command not found, non, connecting, 2.80 fail. Eh oui, effectivement, on a oublié un truc dans notre commande, le port, 2.443. C'est parti. Et là, voilà. On voit que ça a téléchargé notre netcat, puis que ça a exécuté notre commande ici, et ça nous a obtenu un river shell. Voilà, donc celle-là, je n'en ai plus besoin. Et ici, donc je suis connecté en tant que app, ok, je suis dans slash app, il y a un fichier jar dedans. Avant que je ne bouge et que je fasse un peu d'énumération, on va récupérer ce fichier jar parce qu'il va être utile. Donc pour cela, CTRL D, download, cloud hosting.jar, voilà, là il le télécharge, c'est le gros avantage de Pwncat. Voilà, c'est récupéré, très bien. Allez, hop, on peut remonter là-haut. Donc, ensuite, on peut aller voir dans slash home ce qu'il y a. ls, voilà, il y a un certain Josh. C'est intéressant parce que, retenons bien ce nom, il va nous être utile. Par contre, ls-l de Josh, on peut voir qu'il faut faire partie du groupe Josh pour pouvoir aller dedans. Si je fais cd Josh, voilà, ça ne marche pas. Ok, donc on a le nom d'utilisateur et on a récupéré un jar. Qu'est-ce qu'un jar? C'est une Java archive, c'est un fichier Java. Donc, on va se mettre là. Donc, on l'a bien ici. Et bien pour l'ouvrir, on va utiliser un décompileur qui s'appelle Java Decompiler. JD GUI pour avoir un Graphical User Interface. Donc, JD GUI Cloud Hosting 001-jar. Et comme ça, il va nous l'ouvrir et nous le décompiler. Voilà, on se retrouve avec plein de petits fichiers. Qui est en fait l'application Java, donc Java Spring, qui tourne sur le site web. Donc là, on fait de l'énumération, on regarde nos différents fichiers, et le fichier le plus intéressant, on a application.properties. Je ne sais pas si on peut zoomer. Ouais, application.properties. Si on regarde dedans, on voit que l'on a, regardez, une base de données Postgre et un mot de passe pour s'y connecter. C'est intéressant. Donc, on va prendre tout ça. On va se le noter quelque part. Voilà. Donc là, apparemment, donc, il y aurait une base de données Postgre sur la machine. On va aller vérifier ça. Donc, par exemple, alors lui, je n'en ai plus besoin. C'est bon. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut faire? ps-aux pipe grep-i grep. Voilà, effectivement, on voit qu'il y a un Postgre qui tourne. Ok, on peut aussi le voir ss- la putain pipe grep-i grep. Voilà, et on voit qu'il y a des ports ouverts pour Postgre. Voilà, PostgreSQL sur le port 5432. Ok. Comment on va exploiter ça? Moi, je ne suis pas un grand utilisateur de Postgre. Donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir sur Google et j'ai tapé Postgre CLI.
Voilà, pour l'utiliser en ligne de commande. OK. Et donc ici, effectivement, voilà, on va prendre celui-là. Et il va nous expliquer comment interroger une base Postgre. Voilà, avec PSQL, l'utilisateur, il va nous demander le mot de passe après, le port 5432, ce qu'on a bien vu ici, 5432, donc c'est bien une Postgre qui tourne sur du localhost. Et bien écoutez, on va prendre cette commande et on va la tester. Je tape ça, on me demande un mot de passe. Je vais récupérer ça. J'ai un mot de passe ici. Et c'est bon, je suis connecté. Donc j'ai la base, l'accès à la base Postgre. Ok, ensuite, continuons. Comment on fait? Voir les databases anti/L. Anti/L. Ah, donc les databases. Et je vois qu'il y a une database Cozy Hosting. Ok, donc on va se connecter à celle-là. Comment on fait? Bon, on descend. Connecter à database anti/C. Ok, anti/C. On va prendre Cozy Hosting, point virgule. On nous redemande un mot de passe. Et on est connecté. Et donc, une fois connecté, on revoit lister les tables anti/dt. OK. Ce qui est logique, non? OK, on a une table host et une table user. Eh bien, on va interroger la table user. Select, étoile, from users. Et voilà, on a deux hash, Canderson et admin. Intéressant. On va essayer de les craquer. Donc, on va se faire un petit vi h.text. Voilà. On va mettre Canderson. Ah, hop là. I, CTRL V, 2 points. On va mettre son H. Voilà. Très bien. Et admin, 2 points. On va mettre son H. Et on va sauvegarder le tout. Alors, on pourrait passer par H4. Moi, j'aime bien John the Ripper. Donc, on va faire un petit John en utilisant la row sur les h.text et on va voir ce que ça donne. Bon, on n'a pas eu besoin d'attendre trop longtemps. Il nous a trouvé celui de admin. On va l'arrêter parce que on n'a pas besoin de l'autre. Et puis, je ne sais même pas s'il le trouverait. Mais on a eu celui de admin qui est Manchester United. Alors, vous vous souvenez, on avait trouvé aussi un... alors, attendez, pour quitter la Cozy Hosting, je crois que c'est la quitte SQLi, c'est anti/q. Ok, anti/q. Voilà. Donc, vous vous souvenez, ici, dans Home, on a ça. On pourrait faire un cat/etc/passwd. Et on doit avoir Josh ici. Josh, il est là. Ok, donc on a un Josh. Et ici, on a un mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'utilise. SSH. Josh sur... on avait dit, c'était Cozy Hosting. Cozy hosting.actbox. Yes. On va prendre ce mot de passe. Ok, oui, c'est normal que ça marche pas. C'est pas Josh que j'ai mis, c'est John. Josh at cozyhosting.actbox. On refait le mot de passe. Et voilà, on a un accès en SSH. Donc, je vais agrandir cette fenêtre là. Allez hop, voilà. Et donc, on a un accès. Et donc, LL, ça marche. Et on a accès au premier flag user.text. Alors, je vais aller récupérer mon mot de passe. Il est là. Voilà, Manchester United. Et bien, ce qu'on va faire ici, sudo-l, le classique. On rentre le mot de passe. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que je peux exécuter en tant que root user bin ssh. Et là, ça va aller très vite. On va ouvrir GTF au bin. On va chercher SSH. On voit qu'il y a une case sudo. Et quand tapant cette commande, on pourrait devenir root. Alors, on va faire ça, mais moi, je n'aime pas trop SH. Je préfère bash. Et voilà. Je suis root. dd/root. ls-l. J'ai accès au root.text. Voilà, voilà. Bon, j'ai beaucoup aimé faire cette machine. On perd. Trouver la variable de session, ça passe. J'ai perdu du temps quand même dessus parce que je l'avais trouvé. Je ne l'ai pas utilisé de suite. Et après, quand j'essayais de l'utiliser, forcément, les sessions avaient changé et donc ça ne voulait pas rentrer.
Et donc, je pensais être sur un rabbit hole. Et alors qu'en fait, non. Il suffisait d'avoir les variables de session à jour. Et on rentre dedans. Ensuite, grosse partie de fun, l'injection de commandes, d'arriver à trouver comment injecter dans le formulaire nos commandes, de voir qu'en fait, on met une troisième commande entre deux, voilà, pour pouvoir arriver à rentrer, comprendre, parce que j'ai passé par différentes étapes, hein. J'avais fait aussi un genre de tunnel, de telle façon que les commandes que je tapais, j'avais la ressortie chez moi, et ça me permettait de voir en fait ce que je tapais sur la machine distante. Voilà, d'arriver et de comprendre qu'il fallait qu'en fait que j'envoie mon netcat, en fait, parce que sinon ça marcherait pas. Et une fois que c'est sur la machine, on décompile le jar, voilà, pour arriver à trouver les identifiants de la base de données, on craque le mot de passe, et à partir de là, le route, ça se fait ultra simplement, hein, comme vous pouvez voir, vous avez pu le voir, sur GTF ou bin, il y a le SSH en sudo. Voilà, voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!